Et à tous. Il est 19h35. Je vous propose de commencer ce conseil municipal du 5 avril avec en premier point la nomination de la secrétaire de séance. Fabienne, si tu peux faire l'appel, merci. Présent. Normalement, oui. Merci Fabienne. Donc je propose de passer au point numéro 2, qui est l'approbation du procès verbal de la séance du dernier conseil municipal du 16 février. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des compléments à apporter par rapport au procès verbal qui vous a été donné? Oui, Madame Gironimi. Oui, bonsoir. Simplement quelques remarques tout au début, après la minute de silence. Donc vous avez parlé d'Amanda. Je pense que le nom de famille est erroné. C'est Amanda Glin et il y a écrit Amanda Klein. Tout à fait. On modifiera. C'est quand même important. Au niveau de l'appel, bon, il y a deux conseils municipaux qui ont quitté le conseil en même temps. Donc ils ont le droit, c'est pas le problème. Par contre, ils sont partis en même temps. Il y a écrit départ à 21h15 pour l'un et l'autre 21h30. Ça serait bien que ça soit plus précis. Non, mais ça peut jouer sur le... D'accord. Pardon? Oui, non, aucun problème. C'est des petites choses, mais qui sont importantes. Et moi, j'avais par rapport à ça, bon, c'est pas tout à fait lié au conseil municipal, mais en septembre, il y a un conseiller municipal qui a été nommé en remplacement de Mme Dallet, donc qui est monté, en l'occurrence M. Benoît Monteau. Oui. Il n'apparaît pas du tout sur le site de la ville dans le trombinoscope. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Ça fait quand même plus de 6 mois. Bah non, mais bon. Si la photo a été prise et ça sera mis à jour. D'accord. Voilà. Nous prenons en note vos autres points. Oui, Madame Merci. Frémont. C'est un petit peu un ensemble. En exemple, on a la page 18-26, 19-26, 18-26. À un moment donné, 1, 2, 3, on met Monsieur le maire parle, c'est Monsieur Coquart. Il manque des phrases, et pas qu'ici. Et des phrases qui, pour nous, sont quand même un petit peu importantes.
Je comprends qu'on a tous nos tocs et certains beaucoup que nos tocs, on ne les mette pas parce qu'il y a des fois où il y a des mots qui reviennent souvent. Mais quand il manque des phrases et des morceaux de paragraphes, c'est un petit peu gênant. Donc page 18, il manque des phrases. Page 19, il manque 10 secondes d'échange. On remplace des mots par d'autres. Voilà, j'ai tout un tas d'exemples et ça, c'est pas possible, quoi. Normalement, pour moi, le compte rendu, c'est quasiment du mot à mot et il doit pas manquer des phrases complètes et des morceaux complets sans que ce soit signalé. Je partage avec vous. Le compte-rendu doit reprendre fidèlement ce qui a été dit lors du Conseil. Si ça n'est pas repris tel que, ça veut dire que ça n'était pas audible lors du travail de remise en état du Conseil. Il n'y a eu aucune, si vous sous-entendez qu'il y a eu un certain nombre de phrases ou de mots qui ont été sortis du contexte, absolument pas. Alors, moi, je sous-entends rien. Je voudrais juste que tout apparaisse. Et force est de constater que nous, on a réécouté l'enregistrement et on a tout retrouvé. Donc, voilà. Oui. Une grosse partie. Voilà. Vous nous faites parvenir tout ce que vous avez entendu en grande partie, et puis nous les compléterons sur le compte-rendu. Pas de problème. On n'a pas tout réécouté, mais sur ce qu'on a réécouté qui était important pour déjà, nous, je vous le ferai parvenir. Ça réduit un tout petit peu. Donc par rapport à ce que vous avez noté comme complément apporté, aucun souci, on les apportera. Très bien. Deuxième point, c'est page 23-26, un propos de M. Coquart, 30, ça rend sourd, 30%. Il me semble que nous ne sommes pas au bar PMU chez Caroline de la ville de Guyancourt, par exemple, mais que nous sommes dans un conseil municipal dont vous êtes, monsieur le maire, l'autorité de police, qui a un règlement intérieur. Et entre autres, dans ce règlement intérieur, il est dit que, bien évidemment, vous êtes chargé du respect de tous et de toutes, que vous devez mettre un terme aux interpellations et mises en cause personnelles et rappeler à l'ordre le conseiller qui s'écarte du règlement ou tient des propos contraires à la loi, au règlement, ou bien encore de bonne convenance. Je ne vous lirai pas tout. Et le plus important également à la fin, c'est que chaque conseiller municipal doit observer un code de bonne conduite. Donc, première solution, rappeler à cette personne le règlement intérieur. Deuxième solution, il existe des stages de gestion de stress qui pourraient peut-être permettre à cette personne de contrôler ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Voilà. Mais ce n'est pas entendable de telles réflexions faites par un élu de la République. Je ne vois pas de quelle réflexion vous faites état. Je partage votre point de vue. Celle qui est marquée sur le compte-rendu. Je partage votre point de vue que chacun, nous sommes dans une assemblée où nous devons débattre en toute sérénité, ce qui, je pense, est à 99,9% le cas. Vous n'avez pas à suggérer des stages de stress ou d'anti-stress. C'est une proposition. Pour l'un ou l'autre. Ceci est à la limite de l'irrespectueux, tout à fait. Bon, je préfère que l'on clore ici ce débat. Nous allons avoir un sujet avec un point important, notamment le budget ainsi que d'autres. Je pense qu'il est temps de passer au point suivant. Tout à fait, mais je suis désolée, mais de telles réflexions, d'une, qui apparaissent dans le compte-rendu, donc je suppose que vous l'avez lu, n'ont pas lieu d'être. En effet, il y a un budget sur la ville, mais de telles réflexions n'ont pas lieu d'être venant d'un élu de la République, je le répète, et ce n'est pas la première fois. Et il y en a d'autres. Je vais laisser là parce que ça ne me concerne pas, mais il y en a eu d'autres qui ont été entendus par tous ceux qui ont écouté le conseil municipal sur Facebook. Voilà. Et par la même personne. Bon, y a-t-il d'autres points? Non, s'il n'y a pas d'autres points, donc avec les remarques qui ont été notées et les remarques qui seront complétées de par Madame Gironimi, je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Le point suivant est relatif aux délégations de compétences. Je vous propose de faire comme de façon usuelle, c'est-à-dire que s'il y a des questions sur les différentes délégations de compétences, que l'on pose les questions et qu'en fin de conseil, si nous avons les réponses, nous pourrons les donner. Si nous ne les avons pas, nous les apporterons par écrit. Voilà. Y a-t-il des questions ?
Oui, Monsieur Seval. Oui, très bien. J'avais une question uniquement par rapport à la délibération 22055, par rapport en fait à un logiciel de géoverbalisation. En fait, je voulais juste savoir s'il était déjà en œuvre l'année dernière, voire les années précédentes, et si c'était effectivement quelque chose qui était certifié en termes d'utilisation par les municipalités. Voilà. D'accord, nous vous donnerons la réponse en fin de conseil. Y a-t-il d'autres questions? Bon, donc s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au point suivant. Le premier point à l'ordre du jour de ce soir, qui est donc le vote des taux pour l'exercice 2022. Et je laisse la parole à Catherine. Bonsoir. Donc, sur le vote des taux pour la période 2022, pas d'augmentation des taux, donc juste un rappel des taux existants. Sur le foncier bâti, 32,83% avec 21,25 et les 11,58 du département. Et sur le foncier non bâti, 65,46. Point d'attention, toutefois, on l'avait déjà dit lors de la présentation du ROB, pas d'augmentation du taux, mais il y a une augmentation des bases de 3,4%, qui fait que pour les Clésiens, les taxes seront plus élevées que l'année dernière. Non, pour les Clésiens, c'est la taxe. Y a-t-il des questions après cette première présentation? Non. S'il n'y a pas de questions, donc je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci pour cette unanimité. Le point numéro 2, qui lui prendra plus de temps, qui est la présentation du budget primitif lui-même. Alors, sur le budget primitif, en termes d'évolution, donc je vous ai remis les 4 dernières années, puisqu'on a quand même 3 années, 2020, 2021 et 2022, qui ne sont pas encore des années, on va dire, normales. Donc, par rapport à 2021, on a une augmentation de la section de fonctionnement d'environ 500 000 €, une diminution sur la section d'investissement, qui nous fait au global une petite diminution de 100 000 €, sachant que nous n'avons pas encore atteint le niveau de 2019. Sur la répartition du budget primitif entre l'investissement et le fonctionnement, la section de fonctionnement représente 78% des 30,6 millions d'euros et la section d'investissement représente 22%. Sur la section de fonctionnement, tout d'abord évidemment les recettes. Sans les recettes, on ne fait pas grand-chose. Donc sur la partie recettes, 24 millions d'euros, on a 51% qui proviennent donc des taxes foncières et taxes d'habitation, 25% de l'attribution de compensation de Sky, 10% au niveau des produits des services, 8% de dotation et participation, et après on a 3% de taxes additionnelles, droits de mutation et des autres recettes à hauteur également de 3%. En termes d'évolution par rapport au budget primitif, 2021, on va avoir une augmentation sur les taxes foncières. On n'a pas de variation sur l'attribution de compensation, légère augmentation sur les produits des services, une petite baisse sur les dotations, pas de variation sur les droits de mutation et les autres recettes, une toute petite augmentation. De façon détaillée, sur la partie taxes foncières et taxes d'habitation qui représente 12,3 millions d'euros, donc gel des taux communaux, on vient de le valider, une évolution des bases de 3,4% et pas d'évolution sur la partie taxes d'habitation. Une petite attention à apporter toutefois sur le fait que l'augmentation s'élève à 634 000 €. Elle correspond à l'évolution des bases et elle correspond également à l'intégration dans la compensation de taxes d'habitation des exonérations qui étaient sur un autre compte puisqu'elles étaient sur un 74, donc dans les dotations et participations. Attribution de la compensation. Pour rappel, donc la fin de la première phase du pacte financier en 2021. Donc on a une attribution qui est complète depuis l'année dernière, donc aucune variation sur ce point. Les produits des services. Sur la partie culture, une augmentation de 147 000 € avec une reprise de l'activité.
Sur les centres de loisirs, une petite diminution de 45 000 euros et sur la cuisine centrale, une diminution de l'ordre de 50 000 euros. Dotation et participation. Une prévision de diminution de la DGF de 114 000 euros. On avait déjà fait l'explication au moment de la présentation du ROB. On avait prévu l'an dernier au BP 630 000 euros et donc là, on part sur une prévision à 516 000 euros. Sur la partie subvention CAF, donc on a une augmentation de 121 000 euros. On perd la compensation d'exonération de la taxe d'habitation qui est intégrée à la taxe foncière par rapport à ce que j'avais dit juste avant. Et sur le FCTVA, le fonds de compensation de la TVA, il y a une partie qui est désormais inscrite en section de fonctionnement, 39 000 euros. Sur les droits de mutation, une prévision prudente basée sur la réalisation des exercices précédents. Donc on reste à 700 000 euros, sachant qu'en 2019, on était à 860 000 euros, en 2020 à 820 000 euros. En 2021, il y aura un montant beaucoup plus important, mais parce qu'il y a eu un acte exceptionnel sur l'année, donc on reste sur quelque chose de très prudent par rapport aux 3 derniers exercices. Sur les dépenses de fonctionnement. Au niveau de la répartition, donc nous avons évidemment les charges de personnel qui représentent 58%, les charges à caractère général qui représentent 24% des dépenses, les charges de gestion courante 7%, le financement des investissements 7%, les atténuations de produits à hauteur de 3% et les autres dépenses à hauteur de 1%. Si on regarde un petit peu en détail les variations, une diminution sur les dépenses de personnel, et ensuite des augmentations dans toutes les autres catégories. Sur la partie dépenses de personnel, on avait déjà fait une petite présentation lors du ROB. Évidemment, l'évolution de la structure des emplois, la neutralisation des événements exceptionnels de 2021, la prise en compte de l'augmentation du SMIC, l'impact du GVT et la revalorisation des agents de catégorie C. Et ce budget ne prend pas en compte l'augmentation éventuelle du point d'indice qui a pu être annoncée, puisqu'à ce jour, nous n'avons aucune information sur les modalités ni la date de mise en œuvre de cette augmentation qui a été annoncée. Donc, si besoin de réajuster, ça sera fait lors du budget du BS. Sur les autres dépenses, là, on a une augmentation de 1,1 million d'euros. On a l'évolution de l'activité des services et le prix des fournitures et services qui représente environ 400 000 euros. La partie fêtes et cérémonies, environ 170 000 euros, notamment parce que cette année, il y a les clés Cybèle. Une augmentation de la subvention du CCAS, comme nous l'avions déjà évoqué lors du dernier conseil, 130 000 euros. Et quelque chose que nous n'avions pas du tout évoqué lors de la présentation du ROB, puisque nous n'avions pas cette information, une augmentation assez conséquente du FPIC, puisqu'en fait le FPIC pour notre commune augmente de 160 000 euros. Le fonds de péréquation intercommunale. Merci, monsieur Coquart. Les dépenses imprévues que nous avions prévues avec une enveloppe lors du ROB de 200 000 euros que nous avons donc de ce fait réduit et qui n'augmente que de 50 000 euros. Et une augmentation de la part du financement des investissements à hauteur de 200 000 euros. Ce qui m'amène à la section d'investissement. Sur la partie recettes d'investissement, nous avons donc des emprunts à hauteur de 30%, nous avons des subventions à hauteur de 20%, une capacité d'autofinancement de 26,1%, des produits de cession de 12,5%, et ensuite le FCTVA à 6,2% et la taxe d'aménagement à 4,5%. Sachant que sur le FCTVA, nous avons été très prudents sur le montant de la recette puisqu'il est fonction des dépenses qui sont effectivement réalisées. Sur les dépenses d'investissement, hors remboursement d'emprunt, nous avons une enveloppe de 4,4 millions d'euros qui est composée des grands projets à hauteur de 38%, ce qui fait 1,7 million d'euros. Et ensuite, nous avons les PPI que j'appelle les PPI courants, bâtiments, écoles, voiries et sports, plus les investissements des services qui représentent 62% de l'enveloppe et qui représentent 2,7 millions d'euros. De façon un petit peu plus détaillée, donc les PPI 1,1 million d'euros avec pour les écoles 350 000 euros, le bâtiment 150 000 euros,
le PPI Sport 100 000 euros et les voiries et réseaux 500 000 euros. Une enveloppe d'un peu moins d'1,6 million pour les différents services et secteurs d'activité. Et sur les grands projets, 1,66 million d'euros qui représente la dotation 2022, puisque je vous rappelle que chaque année, on fait une dotation sur les projets. Ce n'est pas l'enveloppe globale du projet. Chaque année, on vient l'alimenter. La maison pluridisciplinaire professionnelle de santé, sur laquelle nous rajoutons 900 000 euros. Une enveloppe prévisionnelle pour des acquisitions foncières à hauteur de 500 000 euros et une enveloppe pour la place de l'ancien marché à hauteur de 260 000 euros. Alors, c'est essentiellement sur cet élément-là une écriture de correction, puisque vous vous souvenez, l'an dernier, ou peut-être pas, l'an dernier, on avait eu la question de la fiche de la halle du marché qui contenait une partie de l'enveloppe pour la place de l'ancien marché. Donc là, on réajuste les fiches pour que la fiche soit propre, autant pour celle de la halle du marché que celle de la place de l'ancien marché. Ça nous donne sur les grands projets donc une enveloppe au 31 décembre 2021 d'environ 8 millions d'euros. Avec l'abondement de l'enveloppe 2022, nous arrivons à un montant global de 9,64 millions d'euros. Sur l'endettement, nous avions vu lors du ROB la répartition des emprunts à la date du 1er janvier 2022, en tenant compte du montant du remboursement de 2022 et du nouvel emprunt de 2022 de 2 millions d'euros. Une prévision de la répartition des emprunts au 31 décembre de l'année. Donc on serait à 95,5% sur la catégorie A et 4,5% sur les catégories B et E. On était à la dernière présentation à 90,5 et 9,5. De façon un peu plus détaillée, donc au niveau du capital restant dû, nous serions à 15,39 millions d'euros avec 14,7 millions d'euros sur les catégories A et 700 000 euros sur les catégories B et E, ce qui représente 4,5%. Voilà, si vous avez des questions. Oui, Monsieur Lévy. Merci. Sachant que nous avons débattu lors du ROB, donc des grandes lignes, sachant que nous nous sommes réunis en commission finances jeudi dernier, il y a donc des éléments à compléter auxquels nous avons travaillé avec difficulté puisque la moitié de notre délégation est ici présente. Donc nous sommes contraints de limiter donc notre intervention alors sur plusieurs questions. La taxe d'habitation donc actuellement va être compensée par l'État, mais cette compensation va stagner d'une année à une autre. Donc nous serons bien évidemment très vigilants sur la manière dont l'État va compenser dans les années à venir cette exonération. Sur le budget primitif, donc l'augmentation du coût de l'énergie. Bon, nous savons tous que l'énergie va augmenter, électrique, gaz, pétrole. Nous sommes contraints de faire des anticipations, de faire des provisions. Donc je pense que toutes les communes sont assujetties et l'État a fait un geste par rapport aux usagers en ce qui concerne l'essence, mais devra certainement faire un geste vis-à-vis des collectivités territoriales. Il y a une augmentation donc, de l'alimentation qui est annoncée de 5%. Pour quelle raison? Est-ce que ce sont les matières premières qui vont être impactées par la crise et la guerre en Ukraine? Le blé, la farine donc, va être certainement touchée. Est-ce que c'est dû à une orientation vers l'alimentation bio, qui a un coût, mais néanmoins, qui a un impact sanitaire et santé auprès de nos enfants de qualité? Donc, la location mobilière augmente de 22%. Pourquoi? Il y a le doublement de la ligne des colloques et séminaires, la ligne 61,85, comme pour la ligne autres frais divers 61,88. Pourquoi? La ligne des honoraires plus de 35%, à quoi cela correspond-il? En ce qui concerne la ligne 62,38, ligne divers, le budget est multiplié par 5. Pour quelle raison?
Et la 62,88, autres frais divers, plus 36%. Quels sont les frais divers qui sont intégrés dans cette ligne? En 62,18, pourquoi un tel gap entre l'année dernière et cette année? Ça concerne les personnels extérieurs. Combien de postes ont été supprimés au final et sur quelle filière? La 73,91,15, pour être très précis, en ce qui concerne l'amende, toujours en cours vis-à-vis du SRU. Donc, à terme, est-ce qu'on aura, comment dire, une volonté donc, de sortir justement de cet assujettissement d'amende SRU? Est-ce qu'on a planifié un échéancier afin que d'année en année, on puisse en effet arriver à une somme nulle? La 75-74 est dommageable et pas dans l'air du temps. C'est le budget des associations qui est diminué de 10 kg. Est-ce que les associations, certaines, se sont retirées? Pour quelles raisons? Ou alors elles n'ont pas manifesté une demande de budget, de subvention? En ce qui concerne l'investissement, donc la halle de marché, donc dans la commission, en effet, on a vu que la région avait proposé 200 kg pour la halle du marché, donc elle sera donc intégrée dans le budget final. En ce qui concerne les travaux, donc il devrait être annoncé, devrait démarrer. Donc est-ce que nous aurons une date puisque ça fait 3 ans, donc bien avant les municipales, que ce projet avait été lancé. Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui une date de l'achèvement des travaux? Pardon, voilà, pour quel projet là, pour le dernier? Alors c'était la halle, je pense. Hein. La halle? Les travaux QO. Alors QO, sont censés démarrer. Ça. Alors il y a justement une interrogation, mais on... Non, parce que bon, il y a un certain nombre de questions auxquelles je vais pouvoir répondre. Par contre, il y en a d'autres où on va noter toutes les questions, on va faire une réponse écrite. Mais là, donc, il faut qu'on ait quel type d'opération vous souhaitez qu'on explique là. La halle du marché, non, c'est fini. Comme l'a expliqué Catherine 1 tout à l'heure, il y a la place du marché. La place du marché. Ah, c'est la place du marché. Excusez-moi, oui. D'accord. La place, bien sûr. Ok, voilà ce qui est en premier jet par rapport à ce qui a déjà été dit vis-à-vis du ROB. Peut-être mes camarades peuvent compléter. Alors, une petite précision sur l'augmentation en fait, du coût de l'énergie sur les lignes 60-612, 60-622 jusqu'à 60-622 pour savoir effectivement si les prévisions à la hausse de coût de l'énergie avaient été pris en compte sur ces lignes. Voilà. Et puis un deuxième point, puisqu'on a reparlé de la maison de santé, je voulais juste préciser que la maison de santé, c'est nécessaire, bien évidemment. Ça, je pense qu'on le lit partout, on le voit partout. Mais on sait qu'aujourd'hui, ça ne va pas forcément être suffisant dans la compétition des villes et puis des problématiques des professionnels de santé et des médecins. Je voulais savoir s'il y avait déjà une stratégie pour aller plus loin que la maison de santé, pour préparer le futur jusqu'à 2029, où on aura les premiers médecins qui sortiront en plus, donc ils referont augmenter le quota de médecins. Et on sait qu'on part jusqu'à 2036 sur une pénurie, donc ça va être très durable et on sait que ça va être très compliqué. Donc maison de santé, c'est bien, c'est nécessaire, mais ça ne sera certainement pas suffisant. Non. Je vais répondre à certaines questions. Pour les autres, il faut être sûr qu'on a bien noté le détail des articles pour lesquels vous souhaitez les explications. La taxe d'habitation, bon, bien entendu, je peux avoir que le même avis que vous, mais la taxe d'habitation elle stagne déjà depuis 2017. Hein, et nous voudrons être attentifs à la compensation de cette taxe d'habitation. On aura beau vouloir être attentif, je pense que si, comme je le vois sur certains programmes aujourd'hui, on nous annonce 10 milliards d'économies sur les dépenses des collectivités, on peut avoir très peur. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Néanmoins, sur la taxe d'habitation, l'effet néfaste qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus aucune dynamique. Hein, voilà.
Ensuite, vous avez posé une question sur l'énergie. Alors, sur l'énergie, il y a très peu d'augmentations qui ont été anticipées dès ce budget pour deux raisons. Nous avons un contrat qui, pour l'instant, bloque les prix du gaz sur l'exercice 2022. Donc, malheureusement, toute cette augmentation, nous la prendrons de plein fouet à partir de 2023, sauf s'il y a des contrats qui sont rompus, mais a priori, ça ne serait pas le cas. Pour ce qui est de l'électricité, nous verrons au niveau du budget supplémentaire qu'est-ce qu'il conviendra à ce moment-là de doter en supplément, sachant que la très grande majorité de notre énergie, c'est quand même le gaz. Pour ce qui est de la loi SRU, effectivement, nous devons régler tous les ans une amende de l'ordre de 30 000 euros. Ce devrait être la dernière année, puisque nous avons, dans le cadre de programmes immobiliers, accepté de baisser les droits de cession, ce qui fait que ces 30 000 euros seront à valoir sur les droits de cession que nous avons accepté de baisser de l'ordre de 200 ou 300 000 euros. Pour ce qui est du budget des associations, non, il n'y a pas de volonté de réduire le budget des associations. Nous sommes déjà à un niveau très, très élevé par rapport au réalisé qui a été demandé sur l'exercice 2021. L'exercice 2021 a doté toutes les associations qui l'avaient souhaité et la réalisation était inférieure au budget. Donc ce budget aujourd'hui, et nous l'assumons, il est de moins 10 000 euros par rapport au budget de l'exercice précédent, mais ça ne devrait pas poser de gros problèmes. Pour ce qui est de la place du marché, donc on a dit tout à l'heure qu'il y avait une dotation d'un peu plus de 200 et quelques mille euros qui est mis. Vous avez parlé des subventions. Sachez que les subventions, nous ne les inscrivons que lorsqu'elles sont connues. Donc nous espérons avoir un certain nombre de subventions, bien entendu, mais dans la mesure où elles ne sont pas encore définitivement actées, nous ne les inscrivons pas. Vous avez parlé également de la maison pluriprofessionnelle de santé. Effectivement, dans la maison pluriprofessionnelle de santé, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect lié à la santé elle-même, et ça c'est très important, et ça doit être réalisé, et c'est réalisé en cours avec les professionnels de santé de la commune, que ce soit les médicaux et les paramédicaux. Nous avons été assistés par un cabinet spécialisé dans ce domaine. Nous allons rencontrer l'ARS très très bientôt, de manière à présenter nos objectifs dans le cadre de ce plan. Il va y avoir une association qui va être créée avec les professionnels de santé, justement pour accompagner leurs besoins pour cette création de maisons pluridisciplinaires professionnelles de santé. Et il y a en parallèle le projet immobilier sur lequel nous travaillons, sur lequel nous allons demander aussi des compléments de financement, mais comme je viens de le dire, ces compléments ne seront inscrits que lorsqu'ils seront certains. Voilà. Voilà les deux aspects. Sachez que c'est effectivement un objectif très très important pour la commune, mais avant de parler des horizons 2028 ou 2029, où effectivement c'est là où on aura l'effet de la libération du numerus clausus, ce qui convient déjà c'est de garder nos médecins sur la commune, de leur donner les moyens de fonctionner correctement et d'essayer de faire venir de nouveaux médecins qui vont sortir sans qu'il y ait une surenchère avec les villes d'à côté, parce que c'est pas le but. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à vos questions. On va pouvoir vous donner quelques réponses sur un certain nombre d'articles que vous avez cités, parce que quand moi-même j'ai lu le détail du budget, je me suis posé les questions et donc j'ai demandé à préparer les réponses. Il y a au moins 2 ou 3 articles sur lesquels on va vous donner les évolutions. Alors, le premier point sur la restauration de façon générale, bien évidemment l'augmentation des tarifs, mais surtout l'impact de la loi Egalim. Donc ça, on avait déjà évoqué ce sujet la dernière fois. Donc il y a effectivement du coup une augmentation du coût des denrées avec en parallèle une diminution des recettes. Donc un impact sur l'activité restauration sur le budget 2022.
Alors, ce que je vous propose pour les comptes que je ne vais pas évoquer, parce que vous en avez listé plusieurs, c'est de m'envoyer votre liste. Comme ça, on vous fera une réponse écrite, ce sera plus simple. Sur le 623.8, je crois qu'il y avait cette question sur le 623.8. Donc, entre le BP 2021 et 2022, il y a un complément, effectivement, puisqu'il y a eu les chèques CADOC qui ont été offerts aux agents. On avait voté au dernier conseil, me semble-t-il. Et sur le compte 623.2, avec une augmentation de 175 000 €, nous avons notamment les clés Cybelle, qui représentent une enveloppe d'environ 150 000 €. Il y a une petite enveloppe sur le feu d'artifice et une petite enveloppe sur le service des sports pour l'espace, le tennis, pour simplement l'organisation de la nomination de l'espace tennis. Voilà l'inauguration, merci, je ne trouvais pas le mot. Et ensuite, nous avons également rajouté 20 000 € au BP 2022 qui n'était pas au BP 2021 pour la fête du personnel, puisque l'an dernier au BP 2021, on ne l'avait pas mis parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. On l'avait rajouté au BS et donc cette année, on l'a mis directement au budget primitif. Sur le reste de votre liste, je vous propose que vous m'envoyiez tous les chapitres sur lesquels vous avez des questions, puis on vous fera une réponse écrite, ce sera plus efficace. Y a-t-il d'autres questions? Oui, alors j'ai juste une question par rapport à ce que vous avez dit sur la maison de santé. Je voulais savoir si vous connaissiez le taux de cléciens-cléciennes qui n'ont pas aujourd'hui de médecin référent sur la commune. En termes dans toute l'étude de santé qui a été réalisée, non, je ne pense pas que nous l'ayons. Hein. Non, on l'a pas. Mais on ne sait pas qu'il l'a, non. Parce qu'on a fait une étude très très approfondie sur la situation et ça ce ratio, je ne l'ai pas vu. D'accord. Et vous mentionnez effectivement donc les médecins, donc faire en sorte qu'ils se sentent bien et qu'ils restent ici. Médecins et paramédicaux. Et paramédicaux, bien sûr. Tous les professionnels de santé qui vont venir dans la maison en question. Et donc, juste pour savoir qui, entre maintenant et finalement 2029, qui sera cette fameuse année, on va dire, charnière, est-ce qu'on sait combien de médecins vont partir à la retraite sur les clés? Vas-y, réponds. Mais il faut que tu sois enregistré. Bon, vas-y. C'est bon, bonsoir tout le monde. Eh bien, écoutez, on a eu dans cette étude la désagréable surprise de se rendre compte qu'on était quasiment à 100% des médecins qui pouvaient partir à la retraite. Je dis qu'ils pouvaient parce que contrairement à d'autres professions, il y en a qui prolongent et ne partent pas à 60 ans ni à 65. Il y en a même qui sont encore en activité et qui ont dépassé 70 ans. Mais parmi ceux qui sont en activité actuellement, eh bien, il y a quasiment 100% qui pourraient partir à la retraite, mais qui ne partent pas encore à la retraite. Voilà. Merci Françoise. Bon, s'il n'y a pas de questions, donc en conclusion de cette présentation budgétaire, nous sommes tout à fait en ligne avec ce qui a été présenté dans le DOB. Si ce n'est que, bon, depuis, vous en avez parlé, Monsieur Lévy et Monsieur Seval, nous allons devoir faire face effectivement à une inflation dans différents domaines. Nous pouvons même avoir des ruptures d'approvisionnement dans différentes chaînes d'approvisionnement. Bon, malheureusement, nous n'avons pas d'argent magique. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, nous pouvons tenir un budget tel qu'il est présenté comme ça sur l'année 2022. Cela va faire depuis 2010 que nous n'avons pas augmenté la fiscalité. Nous tenons encore en 2022. Ce qu'il en sera en 2023, bien entendu, tout cela dépendra de l'évolution à court et moyen terme de tous ces tarifs. Mais on peut se féliciter qu'une année de plus encore, nous tenons avec cette fiscalité maintenue. Voilà, donc je propose de mettre au vote de ce budget. Qui est contre?
Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Le point suivant est l'approbation d'une subvention pour le CCAS et qui est en lien, bien entendu, avec le budget qui vient d'être voté. Donc, comme précisé dans la présentation du budget, donc une subvention du CCAS en augmentation par rapport à 2021. Elle s'élève dans le budget primitif à 975 248 €. Elle représente, pour information, 4,4% des dépenses réelles de fonctionnement. Et donc, il lui est proposé au Conseil municipal de valider cette attribution de subvention pour 2022. Vous avez des questions sur ce point? Y a-t-il des questions? Donc, nous allons mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci pour cette unanimité. Le point suivant concerne la modification du tableau des effectifs, délibération traditionnelle à chaque conseil, qui concerne donc dans 4 filières, la filière administrative, la filière technique, la filière animation et la filière médico-sociale, les variations de grades, avec 12 suppressions de grades et 4 créations de grades. Y a-t-il des questions relativement à cette délibération? Non. Oui, Madame Frémont. Alors, délibération, pas particulièrement, mais je vous avais posé une question la dernière fois concernant la police municipale. J'ai ouï dire qu'apparemment, il y en a encore pas mal qui sont partis. Vous pouvez nous dire à combien on en est aujourd'hui, encore présents sur la ville? Alors, pour la police municipale, aujourd'hui, je pense que nous avons un ASVP et peut-être un policier municipal. Je ne sais même plus. Alors, effectivement, nous avons une police municipale qui s'est réduite, et moi j'assume. Dans le rôle de la police municipale, il y a à la fois le rôle de prévention, qui est un rôle très très important. C'était peut-être pas la vision qu'avaient certains de nos anciens policiers, donc qui ont souhaité évoluer vers d'autres villes. Je leur souhaite bonne chance. Et nous sommes dans une position de recruter de nouveaux policiers municipaux et ASVP. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Le point suivant donc, est un point RH également que je vais présenter et que nous avons présenté également en commission. Il s'agit du plan de formation des agents. Ah, pardon, on n'a pas voté. Donc, c'est vrai que je m'attends à vote contre. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Voilà. Donc, le point suivant concerne le plan de formation des agents communaux. Comme il voulait préciser dans la note, le plan des agents communaux se réalise par 2 biais. D'une part, un biais avec une allocation budgétaire qui vous est précisée à hauteur de 40 000 €, et d'autre part, par des stages qui sont dits entre guillemets gratuits, mais qui ne sont pas du tout gratuits, puisqu'ils sont payés au travers de la cotisation du CNFPT, qui est de 0,9% sur la masse salariale. Et ceci donc a donné un plan de formation qui a été discuté avec l'ensemble des services, qui a été présenté au comité technique paritaire, qui a été approuvé à l'unanimité du comité technique. Et je crois que la question avait été posée également en commission. L'ensemble des stages qui avaient été demandés a été retenu. Y a-t-il des questions à propos de cette délibération? Alors, vous avez précisé que tous les stages qui avaient été demandés ont été validés. Or, il me semble que dans la liste, il y en a certains qui ne sont pas validés. Donc, c'est juste pour avoir la cohérence entre les... Il y en a quelques-uns. Hein, Alors,
Je ne ferai pas, Ouais, je ne non, sais plus à quelle page, mais vers la fin. Il y en a très très peu. Pour moi, dans l'état d'esprit, c'est que ça avait été validé au CTP à l'unanimité. Donc ça veut dire qu'il devait y avoir des raisons. D'accord. Typiquement, sur la virtualisation des systèmes d'information, celui-là, je l'ai en tête. Donc voilà. Donc il y en a d'autres. Ouais. Et donc il y en a certains qui n'ont pas d'organisme notifié, c'est un oubli ou ça va être ajouté plus tard, peut-être, je ne sais pas. Et aussi au niveau des coûts, alors CNFPT, j'ai compris que c'était le coût sur la masse salariale, donc ça n'a pas forcément de coût précis. Ouais. Alors au niveau des coûts, pourquoi par rapport au budget que j'ai annoncé de 40 000 euros, vous voyez une liste qui aboutit à 47 000 euros, c'est que par tradition, nous savons très bien qu'il y a un certain nombre de stages qui sont initialement prévus et qui doivent dériver. Donc, on en a prévu un peu plus. Et nous anticipons également sur le fait qu'au niveau du BS, nous rajouterons certainement 4 ou 5 000 euros, ce qui fait que dès le départ, nous inscrivons ces stages. D'accord. Et puis j'avais une dernière remarque sur les stages, les formations de manière générale. Alors j'avais trouvé ça très bien parce qu'il y en a une grande quantité, ce qui m'a paru d'ailleurs assez bizarre de me dire que c'était des stages très très ponctuels qui avaient certainement demandé par des personnes. Il y en a quelques-uns qui sont regroupés. Je me disais que potentiellement, souvent ce qu'on voit, c'est que les gens vont vers un même stage. Et là, on voit qu'il y a une très très grosse disparité. Donc je ne sais pas quelle est la logique de la chose, mais enfin voilà, c'était juste pour le noter. Oui, 2 points pour répondre, parce que j'étais au CTP avec mes collègues. Premier point, pourquoi il y a tant de stages, c'est qu'il y a eu beaucoup de décalage dû au Covid, des stages qui n'ont pas pu avoir lieu. Donc effectivement, sur cette année, il y a un décalage qui est important, d'où le nombre important. Et pour les stages, effectivement, qui ont été refusés, ils sont très peu nombreux et en fait, ils ne correspondaient pas à la formation. Donc il y avait une raison valable pour le refus. C'est pour ça que ça a été voté à l'unanimité et que M. le maire a indiqué que ils avaient tous été acceptés. Ceux refusés, effectivement, ne correspondaient pas à, je dirais, une formation normale et ça a été accepté effectivement par les employés. Personne n'a été frustré de ne pas avoir son stage refusé. Merci Bertrand pour ce complément. Donc, je propose de mettre aux voix sur ce plan de formation qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci. La délibération suivante est relative à la création d'un comité social territorial. Cela correspond un petit peu à une notion de simplification qu'il y a eu dans certains organismes, comme cela se trouve dans les entités privées. Donc, je vais vous retracer les événements marquants qui sont sur votre note de présentation. Donc, pour rappel, en décembre 2022, donc, les agents de la collectivité seront amenés à élire des représentants aussi bien sur les commissions administratives paritaires, sur les commissions consultatives paritaires, c'est-à-dire le CCP, mais également sur l'objet de cette délibération qui est le comité social territorial. Le comité social territorial est un changement par rapport aux dernières élections professionnelles de 2018. Le CST, comme il voulait rappeler, est consulté sur toutes les questions qui sont relatives à l'organisation collective et au fonctionnement des services de la collectivité. Par ailleurs, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, c'est-à-dire le CHSCT, qui était un organisme propre au préalable, est à présent intégré dans ce CST et devient la FSSCT. Voilà. Nous allons, pour une fois, dans le sens de la simplification, tout en conservant globalement les mêmes attributions. Il est rappelé également que la durée du mandat des représentants est fixée à 4 ans, que les élections s'établissent sur la base d'un scrutin de liste, que les organisations syndicales ont été consultées
au niveau de la commune, et il y a eu un avis favorable également dans le dernier comité technique qu'on a déjà mentionné du 15 mars 2022, favorable à l'unanimité. Il est rappelé également que cela sera composé de titulaires de 6 personnes et de suppléants de 6 personnes, avec une répartition au niveau hommes et femmes qui est proportionnelle à la répartition hommes-femmes qu'il y a sur notre collectivité, c'est-à-dire 8 femmes et 4 hommes. Voilà ce que je pense que l'on peut dire de cette délibération. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Alors, oui, monsieur Lévy. C'est en dehors de l'ordre du jour. On nous fait circuler un document d'arrêté de signature, mais en fait, tel qu'il est présenté, on ne sait pas la raison. Donc, il faudrait expliciter dans un tel document qui engage la signature à quoi correspond la demande de signature. D'accord. Bah, ça me semble... Bon. C'est comme effectivement, comme à chaque fois pour le vote du budget, donc vous le signez. Oui, voilà. Est-ce que c'est normé vous signez national, que vous en avez fait partie. Je n'ai pas dit que vous signez que pour le budget. Ouais. Que vous étiez présent. Voilà. Bon, donc la délibération suivante concerne le débat sur la politique de protection sociale. Comme il voulait rappeler, le législateur avait prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs territoriaux de participer financièrement au contrat de protection sociale, que ce soit pour la santé ou pour la prévoyance. Pour la commune des Clés-sous-Bois, nous avions mis en place ces contrats groupes à partir de 2014. Il y a une évolution au travers de l'ordonnance du 17 février 2021 qui rend obligatoire la participation financière de l'employeur et aux garanties de la protection complémentaire. Comme cela vous est précisé, c'est obligatoire d'une part pour le risque santé à hauteur de 50% d'un montant de référence qui sera fixé par décret en Conseil d'État. Le problème, c'est que nous n'avons aucun montant de référence à date. Il est demandé également à hauteur, il est précisé, à hauteur de 20% pour un même montant de référence qui sera fixé par décret en Conseil d'État, montant qui, à ce jour, n'est pas connu. Ces obligations, c'est précisé qu'elles devront être effectives pour la prévoyance au 1er janvier 2025 et pour la complémentaire santé au 1er janvier 2026. Voilà. Il est précisé également que cette ordonnance de 2021 imposait qu'il y ait une organisation sur l'exercice 2022 de la tenue d'un débat comme celui de ce soir au titre de cette protection. Il s'agit en fait d'un débat sans vote, mais à la fin, nous ferons un vote comme quoi nous prenons acte que nous avons fait ce débat. Le contenu du débat et les objectifs, c'est ce qui est précisé sur votre note, c'est-à-dire les enjeux de la protection sociale complémentaire. Il est clair que cela permet de renforcer l'attractivité de certaines communes d'avoir ce type de prestations. C'est aussi un vecteur de fidélisation. Il est rappelé également qu'on doit en tirer des conclusions sur la compréhension des risques, et notamment sur la santé et la complémentaire santé, et sur la prévoyance ou la garantie de maintien de salaire.
Il vous est rappelé également dans cette note de présentation un petit point sur la situation actuelle de ce qui a cours au niveau de notre commune. Nous versons au niveau de la commune pour le risque santé 15% de la garantie de base pour les agents de catégorie C, 12,5% pour les agents de catégorie B et 10% pour les agents de catégorie A. Pour ce qui est du second risque, c'est-à-dire le risque prévoyance, il y a à l'heure actuelle 1 euro qui est versé pour chaque agent qui a souscrit cette option. Voilà. La présentation donc de ce nouveau cadre doit être rappelée. La nature et les garanties envisagées, l'objectif est de conserver les mêmes garanties qu'actuellement. Le niveau de participation et le calendrier de mise en œuvre. Le calendrier de mise en œuvre, nous l'avons, mais le niveau de participation, nous ne pouvons pas en débattre dans la mesure où nous n'avons pas de référence sur les objectifs. Voilà. Voilà ce que je peux dire en résumé de cette délibération. Il va de soi que nous ne pouvons tous être que favorables à ce type de complément pour l'ensemble du personnel communal. La question qui interroge, ce sera son financement. Voilà ce que nous pouvons dire au travers de cette délibération. Voilà. Donc il n'y a pas de vote à faire, si n'est le vote de s'assurer que ces informations ont été données, qu'il y a eu ce débat entre guillemets. Voilà. Je vous laisse la parole, sachant que personnellement, nous ne pouvons pas en dire plus aujourd'hui. Oui, Monsieur Lévy. Oui, lors de la commission donc finances du jeudi dernier, donc j'étais intervenu pour suggérer qu'un benchmark soit fait auprès d'autres collectivités pour savoir quelles sont leurs pratiques actuelles à terme de participation employeur. Madame Eus s'est engagée à reprendre au niveau de l'agglomération. Donc dès que cette benchmark sera fait, est-ce qu'on pourra avoir communication ? Et je reviens en arrière par rapport au rapport sur la maison pluri-santé. Est-ce que le rapport qui a été fait peut être communiqué sur demande des élus, quels qu'ils soient, autour de cette table ? Nous sommes dans une phase où il est en cours de, comment dire, je ne vais pas dire de discussion, mais de partage avec différents organismes. Et lorsque celui-ci sera bien entendu figé, bien entendu, chaque élu pourra le consulter. Oui, Monsieur Seval. Alors, si la notion de débat tourne autour effectivement de la prise en compte de la part employeur par rapport à la part employée, effectivement, alors le risque prévoyance à 1 euro, je vous avoue que je ne sais pas du tout aujourd'hui ce que ça représente, puisque c'est 1 euro, donc on ne sait pas le pourcentage véritablement de ce que ça représente derrière. Maintenant, j'aurais tendance à dire effectivement 10%, enfin en moyenne pour le risque santé pour les personnels, ça ne me paraît pas énorme au niveau de la part employeur. Donc aller au moins à 50-50, moi ça me paraît pas mal. Voilà. Il y a des entreprises qui sont très très généreuses là-dessus. J'ai la chance de faire partie d'une entreprise comme ça qui donne 100% par employeur. Voilà, donc ça serait le mieux pour les employés. Ce sont des entreprises qui ont les moyens de le faire. Je partage. Non, mais tout après sera une question de jusqu'où pourra-t-on aller, quoi, c'est ça. Mais l'objectif, bien entendu, est d'essayer d'aller le plus loin possible. Très bien. Alors, okay. Bien sûr. Et de toute façon, à partir du moment où il y aura les seuils qui seront annoncés, il y aura de nouveau délibération, un débat. Voilà. Et vous avez dit que l'ensemble des risques vous les avez à disposition, ceux qui étaient couverts, la manière dont sont réalisés et la prévoyance et le risque santé. Il y a un contrat groupe, si je ne m'abuse. D'accord. Et est-ce que nous on peut l'avoir à disposition juste pour avoir une vision sur les clauses de ce dernier ? Ok, merci. Bien sûr, c'est le contrat type qu'a tous les personnels, bien entendu, qui souscrivent l'ont.
Bon, s'il n'y a pas de questions, donc je propose de mettre au vote que nous avons débattu. Qui est contre? Qui s'abstient? On peut être tous que pour. Merci. Non. Moi, dans l'ordre du jour, j'ai maintenant la mise à disposition d'un agent communal, c'est cela? C'est ça. Désolé. Voilà. Ça. Françoise. Oui. Donc, cette délibération concerne une mise à disposition d'un agent communal auprès de Saint-Quentin. Saint-Quentin en Yvelines a demandé la mise à disposition partielle d'un agent titulaire de la commune pour réaliser des missions d'entretien sur l'espace communautaire du territoire communal des Clés-sous-Bois, notamment aux abords de la gare et du parc de Diane. Alors on peut se demander un peu pourquoi. Là, en fait, la raison, elle est très simple. Bien souvent, quand on constate dans ces secteurs qu'il y a soit des déchets, soit des dégradations, on les fait remonter. Les clésiens préviennent les services techniques de la commune qui eux-mêmes font remonter à Saint-Quentin, et ceci a pour résultat de diminuer une certaine réactivité. Ils ont trouvé, et on le partage, ils ont trouvé plus simple effectivement qu'on pouvait, en nous déléguant cette mise à disposition partielle, on pouvait être beaucoup plus réactif et beaucoup plus efficient. Donc, et nous l'avons déjà voté au Conseil communautaire de la semaine dernière. Donc, ils nous ont proposé leur participation financière. Cette mise à disposition prend effet au 1er avril 2022 pour une durée d'1 an renouvelable à raison de 30,90% d'un agent à temps plein. Alors, c'est un pourcentage un peu particulier. En fait, on a une somme forfaitaire qui nous est allouée dans ce remboursement qui est de 10 000 €. Si on calcule par rapport au salaire de la personne, ça fait 30,9%. Voilà. Hein? Qui nous sera... Oui, c'est ça. Voilà, donc on vous demande, une fois qu'elle serait, de voter cette mise à disposition. Voilà, donc je propose de mettre... Oui, Monsieur Lévy. Donc, comme nous avons un peu de temps, simplement une intervention par rapport à la réactivité. Lorsque des clésiens interpellent les services techniques pour signaler, je prends mon exemple, hein, j'ai signalé qu'il n'y manque absolument pas de trottoir, et c'est pire que ça, c'est pour des piétons. Hein. Le piéton a le droit à exister aussi le long de la RD 11, hein, entre le secteur commercial Alpha Park et juste avant Léon. Les camions se stationnent, il pleut, c'est la gadoue. Donc on a vu des mères de famille avec des poussettes s'obliger à marcher sur la chaussée. Donc c'est très dangereux. Donc c'est vrai que ça dépend de l'agglo, mais je pense que j'ai envoyé ça au service technique, je n'ai pas eu de retour, au moins accusé de réception. Je pense qu'il y a un minimum de qualité, puisqu'on parle qualité ville. Il faudrait qu'il y ait une boucle retour. Lorsqu'on témoigne ou qu'on envoie une proposition d'alerte, on dise on a bien enregistré votre proposition, on va faire suivre et on vous tiendra au courant. Je pense que c'est important pour que les clésiens se sentent motivés pour nous signaler des choses qui méritent une amélioration. C'est le but, je pense, qui doit être partagé, je pense, par l'ensemble que nous sommes, mais au moins faisons acte que ça rentrera dans les normes et sera suivi des faits. Merci. Mais vous vous êtes adressé à la direction des services techniques de la commune ou de l'agglo? De la commune, service technique de la commune. Des Clés-sous-Bois. Ouais. J'ai le mail, je l'ai encore. Et je partage le fait qu'il ne doit pas y avoir de non-réponse. Par contre, je pense que ce secteur n'est pas du ressort de la commune, mais doit être du département, parce que ça doit être le CD11. Ce qui n'excuse pas le fait qu'il n'y ait pas de réponse. Mais je pense qu'on va le revérifier.
Oui, parce que effectivement, je suis un petit peu étonnée. Ouais. Habituellement, que ce soit les mails, que ce soit les courriers ou le téléphone, il y a toujours une réponse. Bon, qu'il y ait eu, c'est possible, raté, mais à la fin, je vous propose de me dire quand c'était tout pour revoir, effectivement, vérifier cet état de fait. Je remets le micro. Donc on va mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci pour cette unanimité. Point suivant. Qui est relatif au festival Geek Up et avec une convention. Bien, bonsoir à tous. Alors, les 21 et 22 mai prochains, l'association Geek Up Family, qui est une association basée au Clé-sous-Bois, organise sa première édition de Geek Up Festival, qui est un événement pop culture sur le site du parc de Diane avec le soutien de la mairie. Cette convention est le rassemblement de fans d'une thématique geek, comme par exemple la science-fiction, les comics, les bandes dessinées, les mangas, le médiéval fantastique, etc. Et ainsi, on pourrait y rencontrer des invités internationaux tels que des acteurs, des comédiens de doublage, des vidéastes, que l'on rencontrera dans le cadre de conférences ou de séances de dédicaces. On pourra également découvrir, entre autres, la reconstitution d'un village médiéval, une arène sportive permettant de tester, entre autres sports, le Quidditch, dont j'ai entendu parler il y a très peu de temps, mais pareil, qui est très sympa. Il y aura une 50aine d'exposants, donc c'est quand même une convention d'une bonne importance. Un spectacle de grande illusion, un concours de ce qu'on appelle de cosplay, c'est-à-dire un concours de costumes, déguisement de personnages. Et il y aura un espace dédié aux enfants avec des bénévoles qui donneront des activités, qui feront un petit peu de gardiennage et bien d'autres activités. L'entrée du festival est payante, 8 € la journée, 15 € pour 2 jours et gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Et dans le cadre de son soutien à ce projet, la mairie contractualise pour l'installation de 4 food trucks. Il y aura 3 salés et un sucré. Et il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention pour l'installation des food trucks, dont une copie est jointe à la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais mettre au vote. Qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci pour cette unanimité. Comme l'a précisé Martine, c'est une association clésienne et nous pensons que c'est une manifestation qui aura un très très grand succès au niveau de la jeunesse. Pas que, mais bon. Voilà. Donc le point suivant qui est à débattre concerne un dossier Zoom Avenir. Youssef, on te cède la parole. On m'entend bien? Ouais. On m'entend beaucoup même. Ok. Donc comme vous le savez toutes et tous, le dispositif Zoom Avenir est destiné à encourager, soutenir et promouvoir les initiatives individuelles et collectives, sociales, culturelles, humanitaires, des jeunes clésiens entre 15 et 25 ans. Et aujourd'hui, nous n'aurons pas un projet, mais 2 projets à présenter. Le premier est mené par un clésien étudiant en agronomie à l'AgroParisTech. À travers une expédition à vélo dans différents pays de l'Europe du Nord, il ira justement à la rencontre des différents acteurs et experts du milieu afin d'appréhender l'agriculture urbaine et périurbaine et réaliser un travail de recherche et un travail technique dans le but d'apporter des retours d'expérience très concrets, terrain, pour aider le développement de l'agriculture urbaine en France. Par la même occasion, bien sûr, il pourra découvrir d'autres cultures et vivre une véritable expérience humaine. Après étude de son projet, nous lui proposons ici une participation à hauteur de 425 €. Le second projet est toujours porté par un clésien, cette fois-ci étudiant en 2e année de médecine à l'UVSQ, dans le cadre d'un projet de solidarité internationale.
Ici, l'objectif est de venir en aide auprès de l'association Coopérate Pérou, qui agit au sein de la communauté rurale de Tancaparta, située au Pérou. Différentes actions ici sont prévues autour de la santé, la construction et l'alimentation, avec des rendez-vous médicaux, ateliers de prévention et de sensibilisation. Et comme le projet précédent, il pourra découvrir une autre culture et vivre une expérience humaine enrichissante. Après étude de son projet, nous lui proposons également une participation à hauteur de 425 €. Bien évidemment, les jeunes cléciens s'engagent à présenter sous forme d'animation, exposition et prise de parole le bilan de leur projet en contrepartie de l'aide apportée par la ville. Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer. Merci. Oui, monsieur Seval. Oui, alors j'étais à la commission qui a traité de cette délibération. Je fais la remarque à chaque fois, mais sur ces dernières, j'aurais deux choses à dire. Au final, j'en avais dit une lors de la commission, pour dire qu'effectivement, je trouve ça toujours un petit peu compliqué d'aller subventionner même des cléciens qui partent très loin, plutôt pour finalement leurs études. Et bon, je ne suis pas sûr que ça ait un intérêt pour le local. Cependant, sur l'étudiant AgroParisTech qui va aller chercher des solutions, moi je me dis, au lieu de les présenter, pourquoi pas avoir un projet qui sortirait de terre pour les clés suite à ce stage, enfin je ne sais pas trop comment l'appeler. Et puis le deuxième, alors là j'y réfléchis, puisqu'on a parlé énormément de maisons de santé. Donc, moi, je suis même prêt à mettre plus que 425 € s'il est prêt, à l'issue de ses études, de venir travailler au Clé-sous-Bois pour les cléciens. Merci pour vos remarques. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci pour ces aides pour ces étudiants. Le dernier point qui est prévu à l'ordre du jour concerne donc des aides pour les projets d'écoles élémentaires. Oui, bonsoir Elisabeth. à tous. Alors, par la délibération que l'on avait eue le 20 février 2020, le conseil municipal avait accepté de verser une aide financière de 3 000 € par école, suivant les projets d'activités pédagogiques qui étaient présentés. Cependant, depuis 2020, la pandémie a empêché la concrétisation de tous ces projets. Certaines écoles l'ont utilisé quand même pour des projets de plus proche proximité, d'autres non. Donc, au vu des bilans donnés par les directeurs des écoles, le conseil municipal du 28 juin 2021 a accordé une aide financière aux écoles Paul-Éluard et Jean Jaurès, c'était les deux seuls qui avaient un projet. Cependant, les aides accordées à ces écoles comportaient une erreur de calcul et qui fait l'objet donc cette fois maintenant d'une régularisation. Pour les projets de l'année 2022, il est proposé d'apporter une aide financière aux projets des écoles de la façon suivante. L'école Marcel Pagnol, 3 000 €. René Coty, 3 000 €. L'école Victor Hugo, 2 544,50 €. L'école Paul-Éluard, et c'est là où il y a une régularisation, 3 621,64 € puisqu'ils avaient reçu 621,64 € en moins. Et pour l'école Jean Jaurès, 1 747,08 €. Ils avaient trop perçu. Pour ce qui est de l'école Henri Proulx, elle reconduit quant à elle le projet décalé en 2020-2021 et pour lesquels les crédits n'avaient pas été utilisés. Donc voilà, cette aide sera versée directement à la coopérative scolaire et ensuite les écoles régleront les centres de classes découvertes, puisqu'il s'agit pour la plupart de classes découvertes. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Donc, il est proposé de S'il n'y a pas de questions, donc nous allons mettre au vote. Qui est contre? Alors, en tant que directrice de l'école Henri Proulx, je ne participerai pas. Qui s'abstient?
donc ne se prononce pas. Et qui est pour? Merci pour cette quasi-unanimité. Monsieur Seval, vous aviez posé une question à propos d'un logiciel de vidéo-verbalisation. Alors, la réponse qu'on m'a fournie, il s'agit en fait du logiciel de gestion qui est en interface avec le centre de Rennes pour, à partir du moment où il y a eu l'abandon des carnets à souche. Voilà, c'est ce logiciel-là. Voilà. Donc c'est pas le terme vidéo-verbalisation est impropre. Voilà. Avant de clore ce conseil municipal, donc là, je vais annoncer la date du prochain conseil municipal, comme on le fait de manière à ce que vous puissiez tous et toutes anticiper. Le prochain conseil municipal est prévu le mardi 28 juin. Voilà, donc ce conseil est clos pour cette séance de ce soir qui avait comme point principal le budget. Il y a donc le conseil étant clos.